bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Cet épisode spécial fait suite au live que nous avons présenté récemment avec Charlène Siffre, la créatrice de l'école des profs, que nous avions intitulé « Quitter l'éducation nationale sans quitter l'enseignement, devient prof indépendant ». Durant ce live, nous avions invité 2 personnes, Blandine, une enseignante qui travaille aujourd'hui à son compte et qui est à la tête de l'école des petits expats, et Eva, qui est encore en poste et qui se forme auprès de Charlène pour apprendre à devenir enseignante indépendante. Si vous n'avez pas vu le live ou écouté le replay, j'ai ajouté les liens en description de cet épisode. L'épisode du jour vient donc compléter l'épisode précédent puisque j'ai demandé à des profs de l'EN qui sont devenus indépendants via la formation de Charlène de partager leur parcours pour que vous ayez de nouveaux exemples à analyser. Ces profils sont tous uniques et chaque personne en est à un stade différent de sa reconversion. Je précise que nous avons créé un partenariat spécialement pour vous avec Charlène et que vous pouvez bénéficier de 5% de réduction sur votre inscription à l'école des profs en tant qu'auditeur ou auditrice du podcast. Et pour en bénéficier, il faut entrer le code AJP5 en majuscule au moment de régler votre achat. Pour celles et ceux que ça intéresse, je mets plus d'infos en description. Le premier témoignage du jour, c'est celui de Claire, que vous avez peut-être déjà entendu dans l'épisode 46 du podcast si vous étiez là l'année dernière. À la base, Claire est prof d'allemand, et c'est donc tout naturellement qu'elle a choisi de se consacrer aux cours franco-allemand en créant son entreprise Lingualogue. Je lui laisse donc la parole car elle vous en parlera bien mieux que moi. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis enseignante depuis 2006. J'enseigne le français et l'allemand. J'ai enseigné 10 ans en REP+, et j'ai été pas mal de temps aussi en disponibilité pour rapprochement de conjoints. Donc pendant ce temps-là, j'ai utilisé mon autre casquette de traductrice et j'ai aussi donné pas mal de cours particuliers pour des particuliers, mais aussi pour des organismes, des écoles, post-bac, à l'office du tourisme, etc. Je suis actuellement en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de 12 ans. Pour pouvoir justement monter mon projet. Je suis partie en fait en 2021 parce qu'en fait je sentais déjà depuis un moment que je commençais vraiment à m'épuiser. Comme je le disais, j'ai principalement enseigné en REP+, et en 2020, j'ai eu le Covid et je pense que c'est arrivé un peu en fin de parcours pour moi et j'avais ce sentiment d'épuisement et donc j'ai attrapé le Covid, mais un Covid plutôt mauvais qui m'a complètement mise en arrêt total. Je ne pouvais plus parler, enfin, vraiment c'était compliqué. Et au moment de reprendre, je me suis dit mais en fait je ne peux pas reprendre, et j'avais cette idée de monter mon école de langue en ligne. Alors, ce qui était le plus compliqué pour moi à cette époque, en fait, c'était d'avoir un quotidien qui était très lourd, très pesant, et d'avoir ce sentiment de ne pas avancer. J'avais aussi le sentiment de ne pas être libre, que tout m'était imposé, que en fait, ça suffisait jamais, qu'à chaque fois, il y avait des réunions, des projets, etc. à ajouter, et surtout en tant que professeur d'allemand, parce que l'allemand, c'est quand même une langue qui devient rare et il faut vraiment se battre pour pouvoir trouver des élèves, et donc il faut faire plein de projets en parallèle pour motiver et dynamiser sa matière. J'ai uniquement enseigné en REP+, et ça me demandait une énergie de dingue, et j'ai senti vraiment qu'à ce moment j'avais donné suffisamment, et en fait mon corps me le disait, et je n'avais plus en fait cette énergie pour donner ce qu'il fallait, et je le sentais du coup dans ma relation aux élèves que j'aimais beaucoup. J'ai toujours eu un très bon contact avec mes élèves, mais là je sentais que ça se détériorait, et je me suis dit qu'il fallait pas que ça traîne trop pour pas être trop négatif comme expérience. Et donc quand j'ai eu le Covid, pour moi ça a été le signe qu'il fallait que ça s'arrête. Donc j'ai été arrêtée plusieurs mois.
Et ensuite, j'ai décidé de me mettre en disponibilité parce que je me sentais totalement incapable d'y retourner. Et c'est là que j'ai commencé à concrétiser mon projet. Donc je voulais monter mon école de langue et me spécialiser dans les relations franco-allemandes. Alors en fait le métier de prof indépendant était déjà familier pour moi parce que j'avais déjà été à mon compte, j'avais été traductrice et en parallèle des projets de traduction, je donnais des cours, comme je le disais un peu plus tôt. Donc j'avais déjà donné pas mal de cours auprès d'un public très divers, donc je savais que je savais faire aussi et que je pouvais tout à fait m'orienter là-dedans. En fait, je voulais absolument, ce qui était très important pour moi, c'était de pouvoir gérer mon emploi du temps, de pouvoir choisir les personnes avec qui j'allais travailler aussi. Et je voulais aussi pouvoir organiser ma progression comme je le voulais, choisir les thèmes sans savoir que j'allais être inspectée, etc. Mon approche pédagogique aussi pour l'enseignement des langues. En fait, ce qui m'a vraiment attirée, c'était ma liberté. Et en fait, ce qui a été un peu déclencheur, c'est quand j'ai rencontré Yasmine, qui vient c'est le compte YouTube Une Vivre Allemande. Donc elle est assez connue dans le domaine du franco-allemand. Et c'est elle qui m'a fait découvrir le compte de Charlène, qui a donc créé l'école des profs. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin actuellement. C'est-à-dire que je ne connaissais rien au marketing, je n'avais même pas de compte Facebook, je connaissais rien aux réseaux sociaux, j'étais pas du tout là-dedans. Et en fait, je me suis dit que c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et en plus, j'ai contacté Charlène et on s'est très très bien entendu. Le contact est super bien passé. Et je me suis inscrite du coup pour la première session de l'école des profs, donc la version bêta, à laquelle donc j'ai participé. Et pour moi, c'était la meilleure décision parce qu'en fait, j'ai vraiment... En fait, ça m'a permis de me lancer, ça m'a permis de poser les bonnes bases, de pouvoir monter les projets que je voulais, de me donner des horizons, de ne pas être seule, de pouvoir être intégrée dans une communauté. Et ça me permettait d'aller plus loin que de donner de simples cours particuliers, mais vraiment de créer un écosystème parce que je voulais en fait aller au-delà des cours particuliers. Et c'est comme ça que du coup, j'en suis arrivée à développer des cours. Donc j'ai gardé quelques cours particuliers, mais j'ai développé des cours de groupe, je me suis fait connaître sur les réseaux, j'ai commencé à réfléchir à mon site internet, à ma niche. Donc la niche en fait pour moi elle était évidente, c'était la niche franco-allemande. Donc je m'adresse à la fois aux francophones qui apprennent l'allemand et aux germanophones qui apprennent le français. Et mon idée c'était vraiment de lier ces deux univers et c'est pour ça que ça s'appelle Lingualogue, cours franco-allemand. J'ai commencé aussi à m'intéresser au marketing, j'ai ouvert des cours de groupe, j'ai lancé mon tandem franco-allemand et aussi j'ai mis en place un cours asynchrone parce que pour moi c'était très important de ne pas dépendre uniquement des cours en ligne. En fait, je voulais vraiment créer un cours à disposition que les personnes puissent voir et consulter, travailler à leur rythme sans pression. Et pour moi en fait c'est vraiment un système qui me convient très très bien. Donc au début, je me suis surtout spécialisée dans l'enseignement du français aux germanophones, mais maintenant, en fait, je voudrais un peu rééquilibrer ça et me concentrer un peu plus sur l'allemand à destination des francophones. Aujourd'hui, j'organise mon temps de travail, je décide des cours que je fais, des niveaux que je prends, des plages horaires, de la forme de mes cours. Je décide du temps des vacances aussi. Donc en fait, pour moi, mon objectif de liberté est atteint. C'est un rythme en fait que j'aime vraiment beaucoup, même si il faut être très honnête, c'est pas toujours évident parce qu'il faut toujours se former, il faut toujours être à l'affût de nouvelles choses, de nouveaux projets, il faut tout le temps se renouveler et c'est pas toujours facile non plus quand on a un peu moins d'énergie. Donc c'est pas à idéaliser non plus, c'est pas du tout ce que j'explique, mais en tout cas concernant mes objectifs et ma personnalité, en fait, ça me convient très bien. Je me concentre sur ce que j'aime le plus. Je crée des supports de travail pour mes élèves, mes étudiants. Je parle beaucoup plus allemand aussi que lorsque j'étais en REP+ devant ma classe. Et en fait, je profite aussi moi-même de la richesse des échanges franco-allemands pendant le tandem, par exemple, mais aussi dans tous les liens que j'ai avec mes apprenants. Et surtout, en fait, ce qui est capital pour moi, c'est que je n'ai plus la boule au ventre, en fait, le dimanche soir. J'ai plus l'angoisse de me lever le matin, d'aller au collège ou au lycée. Et je suis très contente de me mettre au travail. Donc, en fait, pour moi, ce qui a le plus changé depuis que je suis prof indépendant, c'est que je n'ai plus ces crises d'angoisse que j'avais.
et qui se développait de plus en plus, et c'est aussi pour ça que je pensais à ma reconversion. Et pour terminer, en fait, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui rêve de devenir prof indépendant, pour moi, ce qui a été capital, c'est vraiment de trouver d'autres personnes avec qui je pouvais échanger. C'est-à-dire que quand on se retrouve, quand on devient indépendant, en fait, on est confronté à une certaine solitude qui peut faire peur. Moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler seule, donc c'est pas vraiment ce qui m'inquiétait. Mais je pense quand même que c'est important de faire partie d'une communauté, de trouver un groupe, de trouver quelqu'un qui nous guide et de continuer constamment à se former pour apprendre de nouvelles choses. Et aussi, donc, ne pas être isolé. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, ça bouge tout le temps. Donc, il faut rester vraiment à l'affût et continuer à vraiment apprendre. Donc c'est à nous en fait d'aller chercher les contacts, de nous former pour avancer et rester curieux. Dans le second témoignage, vous allez découvrir le parcours de Camille, une professeure des écoles qui a enseigné en France et à l'étranger et qui a aussi la casquette de prof de FLE, français langue étrangère. Elle a d'ailleurs décidé de s'en servir pour retrouver le plaisir d'enseigner et la santé, même si le statut d'auto-entrepreneur n'est pas forcément celui qu'elle préfère. Je vous laisse avec son témoignage et je pense qu'il fera écho chez plusieurs d'entre vous. Je m'appelle Camille, je suis prof des écoles depuis 18 ans, dont 7 ans à l'étranger, dans 2 pays différents. Et avant d'être prof des écoles, j'étais prof de français langue étrangère dans 2 autres pays pendant 4 ans. Et cette année, je suis en dispo poursuivi de conjoint à l'étranger. J'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur en septembre, il y a 2 mois. Donc ce qui m'a donné envie de prendre cette dispo, c'est que moi j'avais de toute façon passé mon concours avec pour objectif de rester dans le français langue étrangère, mais sans la précarité. Donc c'était plutôt un moyen qu'une fin, ce concours. J'avais vraiment fait des plans sur le long terme. En fait, je visais des postes à l'étranger, je visais des postes si je restais en France en UPE2A, donc les unités pour accueillir les enfants allophones arrivant en France, ou en Greta pour enseigner le FLE aux adultes. Et donc j'avais bien tout fait comme il fallait pour atteindre mon objectif. J'avais un master 2 de français langue étrangère, j'avais passé dans la foulée du concours la certification complémentaire français langue seconde et de scolarisation, et j'avais aussi donc mes 4 ans d'enseignement de français à l'étranger. Et je pensais pas en fait qu'au fur et à mesure toutes les portes à l'éducation nationale allaient se fermer, c'est-à-dire que mon académie est devenue déficitaire après un certain nombre d'années, et donc j'avais plus de possibilités de détachement, de dispo, de temps partiel. Et puis les postes en UPE2A en fait étaient donnés à des gens qui avaient plus d'ancienneté que moi, même si elles n'avaient pas les diplômes. Un autre élément déclencheur, ça a été quand même l'énorme décalage entre ce que j'ai appris à faire lors de mon premier détachement, l'évolution professionnelle que j'y ai connue et le retour en France. Il y a énormément de choses en fait qui me pesaient dans mon métier de prof des écoles et il faudrait un podcast entier pour en parler. Je me reconnais dans tellement de témoignages de ton podcast, Florence. Donc la première chose pour moi, ça a été vraiment le poids de l'institution, en fait, les règles d'attribution des postes, la frustration de se sentir enfermé à l'école, la pauvreté et la redondance de la formation pédagogique et toutes les problématiques de l'école en fait qui empiraient d'année en année. Ensuite, évidemment, les conditions de travail qui sont vraiment tellement dures dans certaines écoles, rentrer vraiment fracassé de fatigue du travail, passer ses soirées et ses week-ends à s'en remettre, ne même plus sortir au restaurant en semaine parce que en fait le bruit devenait insupportable le soir au retour de l'école, et l'idée de se préserver toujours pour ne pas tomber malade. En fait, plutôt que de s'apaiser d'année en année, je me rendais compte que l'école prenait de plus en plus de place dans ma vie, que j'arrivais de moins en moins à couper. Et j'avais l'impression aussi que, au fur et à mesure du temps, les problématiques se démultipliaient. Donc là, récemment, on a parlé beaucoup du harcèlement scolaire, de repérer aussi des abus dans les familles suite au confinement. Il y a tous les élèves avec des besoins spécifiques et ils sont très nombreux dans les écoles, beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc tout ça, en fait, faisait que je trouvais ça de plus en plus difficile à gérer pour un enseignant. Et évidemment, t'en parles souvent, la responsabilité énorme qu'on a d'avoir de la sécurité et de la santé de 30 gamins toute la journée, en fait. Tout ça, ça fait qu'on est en alerte tout le temps et que c'est extrêmement fatigant au quotidien. Et donc, comme avec l'expérience, je me suis pas du tout détendue avec ça, bien au contraire, je ressentais une espèce de culpabilité face à mon impuissance, en fait, de ne pas pouvoir aider tout le monde. Et je rentrais quasiment tous les soirs chez moi en me disant que j'avais pas passé une bonne journée parce que j'avais pas vu ci, j'avais pas vu ça, et j'étais tout le temps dans l'impression que je ne faisais pas assez bien. Alors quand j'ai pris la décision de partir et que j'ai dit à mon école que je partais, j'avais pas vraiment d'idée claire de ce que je voulais faire.
faire. Franchement, je savais juste ce que je voulais plus subir. Je savais que je voulais retrouver le sommeil, je voulais retrouver ma créativité, je voulais être plus sereine et plus joyeuse, tout simplement. En fait, j'avais vraiment tellement besoin de recharger les batteries le week-end que j'arrivais pas à me projeter, en fait, quand j'étais en poste. J'avais pas l'espace mental ni l'énergie de me projeter dans autre chose. Et en fait, à un moment donné, après l'accumulation aussi d'événements dans mon école, le fruit qui était déjà bien mûr est tombé tout seul. Donc je savais, de par mon expérience antérieure, que le FLE, ça me plaisait énormément. C'était même la passion, en fait. Et j'étais pas du tout dégoûtée de l'enseignement, mais je voulais juste enseigner autrement et ne plus avoir une responsabilité aussi importante. Comme j'avais toujours gardé un pied dans le FLE et que j'avais des amis dans le FLE, je savais en fait que si je devais y revenir un jour, je devrais avoir ce statut d'auto-entrepreneur. Donc c'était pas une découverte. Après, ce que ça veut dire vraiment être indépendant et le monde de l'auto-entreprise, par contre, j'avais vraiment intéressée et ça me faisait un petit peu peur. D'autant que j'ai quand même été élevée dans la vénération du service public et que moi aussi j'adore le service public. Franchement, j'adore. Donc ça aussi, ça a vraiment pesé longtemps en fait, et j'ai eu du mal à quitter le service public parce que je trouve que c'est vraiment très bien de faire un métier qui œuvre pour le bien public. La raison pour laquelle je me lance dans la voie prof de FLE indépendante maintenant, c'est parce que c'est celle qui me semble la plus évidente pour moi. En fait, en ce moment, quand même, tout est ouvert. J'ai vraiment l'impression que j'ai un champ des possibles, alors qu'avant, tout avait l'air de se refermer petit à petit. Il y a plein de choses qui m'intéressent et que je garde dans un coin de ma tête. Donc je m'autorise à rêver un peu cette année. Et ça fait un bien fou parce que en fait, mon imaginaire s'était énormément appauvri et rétréci ces dernières années. Et puis c'est vrai qu'avec le FLE, j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir mené ma passion jusqu'à son terme. Donc j'avais très envie en fait de revenir à cette voie. Après l'entrepreneuriat, je pense que me connaissant, si j'avais pu l'éviter, je l'aurais sûrement fait. Mais bon, comme je suis curieuse pour l'instant, je prends ça plutôt avec curiosité et intérêt qu'avec anxiété. Mais je n'exclus rien pour l'avenir. En fait, j'ai découvert l'école des profs un jour grâce à ton podcast, Florence, que j'écoutais par ailleurs depuis longtemps. Je venais de démissionner donc de mon école et j'avais pas de plan B et il fallait que je trouve un autre job. Donc je cherchais des idées en écoutant ton podcast. Et en fait, j'ai entendu d'anciens profs reconvertis qui étaient passés par l'école des profs. En fait, Claire de Lingualogue et Blandine de l'école des petits expats. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu Charlène, mais comme j'excluais complètement de me lancer en tant que prof indépendante à l'époque, parce que j'avais trop peur en fait de perdre cette sécurité sûrement. En fait, ça n'avait pas fait tilt, mais là, du coup, le fruit était mûr et j'ai tendu une oreille et j'ai vraiment été réceptive au discours de Charlène. En fait, je suis allée écouter ses podcasts, je suis allée sur sa chaîne YouTube, j'ai téléchargé son freebie et j'ai lu ses newsletters. Et en fait, pour savoir à qui j'avais affaire, et elle a fait une offre de lancement en juin qui était très intéressante. Et j'ai décidé de l'acheter parce que le timing était parfait pour moi et parce que son offre en fait correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Et ce que je sais pas faire, c'est-à-dire la partie entrepreneur et un peu commerciale du boulot de prof indépendant. En fait, j'aime bien, je trouve que l'aspect financier business, c'est très tabou chez les profs, surtout éducation nationale, et je trouvais ça très bien que Charlène mette les pieds dans le plat, en fait. Moi, je cherche pas à avoir un gros salaire, par contre, je veux vraiment que mes heures de travail soient payées dignement et qu'on me respecte en tant que professionnelle de l'éducation. Et sur ça, on est raccord, en fait, on est contre l'ubérisation des profs indépendants qu'on voit partout en ce moment. J'ai l'impression d'être encore au tout début de la transition entre prof des écoles et prof indépendant. Ce qui est sûr, c'est que j'avais mis un peu d'argent de côté et que je sais que je peux compter sur le soutien de mon compagnon si besoin. On n'a pas d'enfants non plus, donc ça enlève un poids parce que l'insécurité financière, c'était quand même un gros frein pour moi. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je demande une dispo pour voir en fait. Ce qui est clair, c'est que je me vois pas retourner dans une classe, mais j'exclus pas en fait de faire autre chose que l'auto-entrepreneuriat. Moi, j'ai passé mon été à me former sans trop me speeder, en fait. C'était très agréable, c'était beaucoup moins stressant que mes étés précédents, j'étais très sereine. Et en fait, j'ai pris le temps de me poser, de comprendre ce qui m'était arrivé aussi ces dernières années et ce dont je ne voulais plus. Et je voulais pas me lancer frénétiquement dans autre chose, mais quand même, j'ai travaillé mon projet un petit peu tous les jours et je suis contente parce que j'ai appris plein de choses. Je me suis formée et reformée, donc c'était très bien. J'ai eu l'impression à la rentrée de faire des micro-rentrées à chaque fois parce que j'ai pris des élèves très différents, des adultes, des ados, etc. Et c'était plus agréable que désagréable en fait ces mini-rentrées par rapport aux rentrées à l'éducation nationale. En plus, je trouve que c'est une phase super utile et super enrichissante là que je vis, donc je veux vraiment la savourer parce que j'essaie de trouver ma place, de comprendre où est ma place et c'est hyper important.
Alors, mes premiers élèves dans le FLE post-éducation nationale, ça se passe à l'Alliance française principalement, donc c'est la 3e fois que j'enseigne pour une Alliance française, et j'adore les profils des profs et des élèves là-bas, vraiment j'adore ce milieu. Donc j'enseigne à des enfants, ados, avec des problématiques de bilinguisme, des adultes qui veulent apprendre le français, des professionnels d'entreprise, voilà. Et après, j'en suis qu'au tout début parce qu'il faut bien gagner sa vie et qu'en dispo, tu touches rien de rien. Donc en fait, je donne des cours, je dois recréer tous mes cours, je découvre le monde du FLE, donc je me forme en parallèle, j'essaie de monter mon projet. Donc c'est beaucoup de choses en même temps. Et comme le champ des possibles me semble très large, en fait, je me sens un peu comme un chien fou qui dégomme toutes les quilles après être resté dans la niche un peu trop longtemps. Donc à un moment donné, je sais que je vais redescendre, me poser, mais pour l'instant, ça fuse un peu dans tous les sens. Pour ce qui est de la niche, l'autre niche, c'est-à-dire la spécialisation, moi j'aimerais me spécialiser dans un public adulte qui a déjà un lien avec la France et qui sait déjà parler un peu français. Donc des gens qui ont vécu, qui vivent ou qui veulent vivre en France et qui s'intéressent à la culture française sous toutes ses formes avec quand même un goût prononcé pour la culture alternative, indépendante. Et des gens qui auraient envie d'en parler en fait, de savoir en parler. Donc j'aimerais bien faire découvrir des artistes français, des films, de la musique qu'on voit pas forcément dans les manuels de FLE, parler de lieux culturels un peu originaux en France, en dehors des gros mastodontes qu'on connaît, de musées, etc. Et permettre aux apprenants de s'exprimer donc sur ce qui les fait vibrer au niveau culturel, sur leur passion, que ce soit la BD, le ciné, le théâtre, les arts plastiques, etc. Et aussi aider les gens à trouver leur niche culturelle en France, vraiment. Je me suis rendu compte autour de moi, et moi-même je l'ai vécu en fait, que quand on n'est pas bien préparé à une expatriation, quand on ne connaît pas bien la culture et qu'on ne sait pas à qui s'adresser, où trouver des gens qui partagent des passions communes avec nous, des centres d'intérêt, etc., c'est très difficile et ça peut même faire capoter une mobilité ou voire dégoûter de la culture du pays en fait que de ne pas trouver sa niche culturelle. Donc c'est vraiment un concept que j'ai envie de développer. Aujourd'hui, je me sens hyper heureuse. En fait, je savoure chaque instant de liberté. C'est pas forcément de l'oisiveté. Je prends juste le temps de réfléchir, d'approfondir. J'ai énormément de plaisir en fait dans ce que je fais, que ce soit la préparation de cours, les cours eux-mêmes ou la relation aux élèves. J'ai choisi sciemment en fait de ne pas faire trop d'heures d'enseignement encore. C'est un choix vraiment conscient de me dégager du temps pour développer mon projet. Ces 2 premiers mois, j'ai gagné bien moins que ce que je gagnais avant. C'était déjà pas beaucoup ce que je gagnais avant, mais honnêtement, retrouver la santé, la joie de vivre, ça n'a pas de prix, quoi. En fait, je suis fière de ce que j'ai réussi à gagner heure par heure depuis le début du mois de septembre, en si peu de temps. En fait, je suis fière d'avoir réussi à dire non à des situations qui ne me convenaient pas ou ne me convenaient plus. Et pour l'instant, je fais exactement ce que je veux et c'est un sentiment génial. Ce qui a le plus changé depuis que je suis en dispo et que je suis devenue prof indépendante, c'est que je n'ai plus les violentes migraines à peu près 10 jours par mois. Je n'ai plus de palpitations dues au stress. Je n'ai plus à m'occuper de la sécurité et de la santé de 30 élèves et à rendre des comptes aussi à tous les adultes concernés. Je n'ai plus à assister à des réunions absurdes et inutiles. Je n'ai plus à me lever à 6h30 du matin, chaque jour de la semaine comme je le faisais depuis 18 ans. Je n'ai plus la boule au ventre dès le dimanche après-midi et à la place, je suis stimulée intellectuellement. Je garde un lien avec les enfants et l'enseignement, donc ça c'est vraiment très chouette aussi. J'arrive à courir 3 fois par semaine entre mes cours. Je me sens bien en fait, j'aborde chaque jour de la semaine sereinement et chaque semaine en fait a son lot de surprises et plutôt des bonnes surprises d'ailleurs. Donc si je devais donner un conseil à une personne qui souhaiterait se lancer en tant que prof indépendant, honnêtement, ça serait hyper dur de lui donner des conseils parce que chaque parcours est différent et donc chaque conseil serait différent en fait. Un conseil que j'ai dans la vie en général, c'est de tester, d'oser, parce que en fait, tant qu'on n'a pas expérimenté, en fait, on peut jamais savoir et il faut pas se laisser guider par ses peurs. Donc ça, c'est valable pour tout. Et en fait, de toute façon, ça se passe jamais comme prévu. Alors bon, donc on a le droit de se planter aussi. Ça, c'est un bon conseil. Voilà. Et puis je voulais finir en te remerciant Florence et en remerciant aussi Charlène parce que en fait on te le dit souvent mais vous êtes un petit peu la bouée de sauvetage ou l'horizon rêvé de beaucoup d'enseignants et ça fait du bien en fait de trouver une communauté de gens qui se comprend et qui se soutient. Voilà, donc merci beaucoup. Je me souviendrai toujours des premiers épisodes de Avant j'étais prof que j'écoutais en faisant du yoga dans ma chambre pendant le confinement.
Le troisième témoignage, c'est celui de Lucie qui démarre tout juste sa reconversion et qui est probablement à l'étape la plus proche de celle où vous vous trouvez si vous êtes encore en poste. Passer de prof fonctionnaire à prof indépendant, ça s'apprend, ça se réfléchit, ça s'anticipe. Et qui a dit qu'on n'avait pas le droit de prendre le temps de se reconvertir ? Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, je suis professeure d'anglais dans le secondaire, donc en collège et lycée. J'ai à peu près tous les niveaux de classe de la 6e à la terminale, incluant les spécialités, la LLCE ainsi que les classes européennes. Et je suis dans la région Lorraine, donc Moselle-Est plus exactement, dans le nord-est de la France. Actuellement, je suis en disponibilité de l'éducation nationale. Je suis déjà sur ma 2e année de disponibilité, donc je suis toujours rattachée à l'éducation nationale pour le moment. Et là, je suis en dispo donc pour voyager, parce que c'était un de mes rêves de pouvoir partir en sac à dos autour du monde pour visiter différents pays et prendre un petit peu de recul sur beaucoup de choses, dont le côté professionnel. Ce qui m'a donné envie de penser à quitter l'éducation nationale, c'est sincèrement essentiellement les effectifs de classe. Je suis professeure en privé. Les effectifs sont généralement un petit peu plus nombreux, un petit peu plus élevés que dans le public. Donc dans mes classes, c'est arrivé au lycée notamment que j'ai 39 élèves dans une seule classe. Et c'est extrêmement compliqué, voire impossible, d'enseigner une langue étrangère à 39 élèves durant 50 minutes de cours, les faire tous participer, les faire tous interagir. C'est une gestion mentale qui est énorme et ça me prenait énormément de temps, d'énergie. Aussi, le fait d'avoir les deux niveaux, à savoir collège et lycée, dans une journée, c'est vrai que c'était une gestion mentale assez lourde de passer des petits 6e aux classes européennes ou bien au LLCE. D'une heure à l'autre, c'est vrai qu'on doit fermer, réouvrir plusieurs tiroirs. Donc ça, c'était aussi un petit peu compliqué, même si c'est en même temps ce qui me plaît énormément, parce que j'ai pas eu qu'un seul profil d'élèves, j'ai eu vraiment du collège et du lycée, et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, on va dire. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Ce qui m'a donné aussi envie de penser à partir, c'est tout simplement le fait que c'est un métier que je trouve assez solitaire au final. J'imaginais ça comme un métier où justement l'interaction avec les collègues est grande, où on les voit souvent. Or, c'est pas le cas. On est généralement seul devant nos élèves, seul dans notre salle de classe, et les collègues, on les voit très peu durant les pauses, les récrés, etc. Mais encore là, c'est beaucoup de temps passé à faire nos photocopies, à essayer de répondre aux mails, à faire en fait des choses, on va dire surtout administratives, qui prennent du temps et qui nous empêchent aussi d'échanger simplement avec des collègues ou de couper complètement de l'aspect classe. Voilà, donc je dirais qu'il y a des choses qui m'ont donné envie de quitter l'éducation nationale, mais en numéro 1, je mettrais vraiment l'effectif de classe, parce qu'avoir 39 élèves par classe, c'est absolument ingérable. Donc l'enseignement me plaît, la transmission me plaît, le relationnel que j'ai avec les élèves me plaît aussi, mais les effectifs font que je ne peux pas faire mon métier dans de bonnes conditions. J'avais une idée claire de ce que je voulais faire ensuite, tout simplement parce que ça fait quelques années que je me suis lancée sur le côté dans des cours en ligne, mais de façon très informelle. Voilà, c'est pas du tout quelque chose de structuré, on va dire, pour le moment. Donc j'ai vu là que j'avais encore un attrait justement pour l'enseignement. Heureusement que j'ai eu ces expériences-là, parce que ça m'a fait me dire, ok, c'est pas l'enseignement en soi qui me déplaît, c'est les conditions qu'il y a autour dans l'éducation nationale. Donc de par ces expériences-là, d'avoir qu'un seul élève en face de soi, entre guillemets, puisque c'est des cours en ligne, d'avoir un relationnel avec eux, de les voir progresser aussi plus rapidement, a fait que je me dise, là, il y a vraiment quelque chose qui me plaît, un domaine que j'ai envie de développer, où j'ai vraiment envie de m'y intéresser de façon plus sérieuse et plus concrète, et il y a quelque chose là à faire avec ça. J'étais, avant de devenir enseignante, dans un domaine complètement différent. J'étais dans le marketing, commerce, donc j'ai pu voir aussi le monde de l'entreprise par ailleurs, avant de me lancer dans l'enseignement. Donc je suis pas à ma première reconversion, mais en tout cas, j'ai longtemps hésité à me dire, est-ce que je reviens dans le monde de l'entreprise
ou est-ce que je reste dans l'enseignement? Et grâce à ces expériences de cours en ligne, one-to-one, j'ai pu vraiment voir que c'est l'enseignement qui me plaît. C'est pas ça du tout que j'ai envie de quitter aujourd'hui, mais j'ai envie de me créer des conditions d'enseignement qui soient bien différentes de celles que je connais actuellement. Sans parler de la charge mentale aussi du travail et des choses qu'il y a à faire à côté, les week-ends où parfois on corrige les copies, les emails aux parents, les réunions, etc. Bien sûr, ça aussi c'est un aspect qui m'a beaucoup pesé. Parce qu'en entreprise, bien évidemment, quand on termine sa journée de travail, on a fini. Les week-ends, on n'est pas là à penser au travail tout le temps. Et c'est aussi des métiers qui sont peut-être un petit peu plus stimulant, on va dire intellectuellement parlant, parce qu'on rencontre des personnes nouvelles tous les jours, parce qu'on apprend des nouvelles choses tous les jours. Dans l'enseignement, il n'y a pas forcément ce côté-là quand on est à l'éducation nationale en tout cas. Voilà, je trouve qu'on a moins de possibilités de s'élever intellectuellement parlant sans être péjorative, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc comme expliqué, la voie de prof indépendant, je l'ai découverte un petit peu par hasard en répondant à une annonce sur Facebook, dans un groupe Facebook par rapport à justement des cours à donner à des petits élèves qui souhaitent apprendre le français, qui sont pour la plupart dans des écoles françaises à l'étranger et qui ne maîtrisent pas encore le français, surtout oral. Donc c'était des élèves de 4 ans minimum jusqu'à 8-9 ans et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Ce qui m'a donné envie de me former avec Charlène et l'école des profs, c'est tout simplement le fait d'avoir vu le canal de Charlène sur Instagram, d'avoir suivi sa page et d'avoir vu ses réels qui m'ont beaucoup parlé. Toutes ces vidéos aussi explicatives sur l'école des profs et sur sa philosophie et sa façon de former les profs. J'ai adoré sa façon d'être, très simple, très naturelle, très vraie, très authentique, chose qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Je me suis intéressée à son programme que j'ai trouvé très complet, qui parle un petit peu de tout justement, pas que du marketing et de l'administratif, mais aussi de la didactique, des cours, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses auxquelles j'avais pas pensé non plus. Donc j'ai sauté le pas. J'ai jamais payé de formation de ma vie, mais là je me suis dit allez, je me lance. Ça me semble vraiment intéressant, complet. Charlène aussi en tant que personne me parle parce que voilà, par écran et des vidéos que j'ai vues, c'est une personnalité en tout cas qui m'intéressait beaucoup. Donc tout ça a fait que je me lance. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne le passage à l'action, je ne suis pas vraiment encore passée à l'action, puisque là, étant en disponibilité et en voyageant et en ayant très peu le temps de justement suivre la formation correctement, je laisse ça à mon retour. Je ferai ça quand je reviens, pour justement faire les choses bien, pour me prendre le temps, pour m'y lancer à fond, parce que j'ai vraiment envie de me donner à 100% pour cette formation et pour l'après, tout en sachant que je n'ai pas encore démissionné de l'éducation nationale, donc c'est fortement possible qu'au retour, peut-être pour m'assurer une sécurité, je réintègre l'éducation nationale peut-être 1 ou 2 ans, le temps de justement lancer mon activité sur le côté. Donc le passage à l'action, il est en réflexion, mais il n'est pas encore effectif aujourd'hui. Voilà ce qu'il en est. Le financement par rapport à la formation n'a pas été un gros problème, puisque je trouve que la formation que propose Charlène est assez accessible au niveau du tarif pour tout ce qu'elle apporte. Et le fait aussi que ce soit une formation qui soit à vie, à savoir que l'accès n'est pas limité dans le temps, ça m'a énormément aidé à justement investir dans cette formation-là en me disant que si j'ai pas le temps aujourd'hui de la suivre, c'est pas grave, j'aurai toujours le temps d'y revenir plus tard. Donc ça, c'est vraiment un point qui a été très important dans ma prise de décision. J'ai pas véritablement de peur quant au passage à l'action, puisque je sais que j'ai toujours cette opportunité-là de rester dans l'EN en attendant justement de développer correctement mon activité. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir suivre ça correctement, me lancer dans cette formation et développer mon activité à mon compte. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!